Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Céninfo. Au sommaire, notamment, le permis de conduire, révisé par le groupe UMP. Il prévoit l'enseignement des premiers secours aux futurs conducteurs. Mais avant cet exemple de migration politique, un sénateur socialiste vient de quitter le groupe PS pour les radicaux du RDSE. Philippe Esnol, sénateur maire des Yvelines, est en colère contre le parti, mais pas au point de passer à l'ennemi. Le RDSE, vous le verrez, a voté la quasi-totalité des textes présentés par le gouvernement à la majorité. Un groupe habitué à recevoir des transfuges de la gauche et même de l'UMP. L'éclairage est signé Michael Spitzberg. À 59 ans, Philippe Esnol a gardé le cœur à gauche. Le sénateur maire de Conflans-Sainte-Honorine ne renie rien de ses convictions politiques. Mais il y a un mois, il a mis un terme à 27 ans d'engagement avec le Parti socialiste. En 2 tweets ravageurs contre l'acharnement de Jean-Luc Mélenchon envers Manuel Valls et le cafouillage dans l'affaire Leonarda, une séparation avec un parti peuplé d'apparatchiks selon lui, où la parole des élus de terrain n'est même plus entendue. Vous dites finalement, ça sert à quoi ? À continuer à aboyer dans le désert pendant que les gars sont en train de auto-saborder le navire. Je n'ai pas vocation, moi, à me suicider avec eux. C'est dans sa mairie, au milieu de ses administrés et de ses équipes, qu'il prend régulièrement le pouls des attentes des citoyens. Car la politique, selon Philippe Esnol, se déroule loin des salons parisiens où règne une certaine forme d'hypocrisie politique. Entre guillemets, d'autres soucis. Que sur beaucoup de sujets concrets, les gens attendraient que finalement on explique de temps en temps qu'on est d'accord, pourquoi pas, sur certains sujets importants. Ils apprécieraient aussi que de temps en temps on reconnaisse qu'on s'est trompé ou qu'on se trompe, parce que personne n'a la science ni infuse ni la certitude de ne jamais faire d'erreur. Et je pense que tout le monde y gagnerait, effectivement, à ce qu'il y ait un peu plus de sincérité dans les prises de position et dans les échanges, parfois. Son analyse, Philippe Esnol la partage aujourd'hui au sein du groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat. Le RDSE est essentiel pour les socialistes. Avec les écologistes et les communistes, le groupe offre une courte majorité au Sénat. Exception dans le paysage politique, ces 19 membres issus de formations politiques différentes ont une liberté totale de vote. Un luxe à même de réunir un UMP et un ancien secrétaire national du Parti communiste. Je pense que c'est intéressant par rapport au grand groupe. Moi, j'étais parlementaire, où j'étais un petit peu souvent obligé de voter comme le groupe, où on a des pressions qui existaient. Là, on vote comme on veut sur les textes en fonction de notre propre sensibilité. Moi, j'avais des désaccords avec mon groupe. Je ne suis pas sur la ligne front de gauche, mélenchoniste, etc. Le groupe a souhaité aller dans ce sens. Je suis tout à fait respectueux de ce groupe, mais je ne m'y trouvais plus. Aujourd'hui, la stratégie politique qui est la mienne, au nom du mouvement progressiste que j'anime, eh bien, je peux l'exprimer ici. Une liberté qui ne manque pas de cohérence. En dépit des différences, la plupart des votes se font à l'unanimité du groupe, à 1 ou 2 voix près. Loin des querelles de chapelle, c'est l'intérêt général qui prime. Tous, dans ce groupe, nous sommes des élus qui savent ce que c'est que de gérer un exécutif local, qui savent ce que c'est que de rencontrer nos concitoyens par rapport à leurs problèmes du quotidien, que ce soit l'emploi, que ce soit le logement, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Et bien évidemment, ça nous amène non seulement à réfléchir, mais ça nous amène aussi à prendre des décisions que nous essayons de faire coller à la réalité, au bon sens. Depuis le début du quinquennat, le RDSE et ses fortes têtes votent la plupart des textes de l'exécutif et de la majorité parlementaire, à de rares exceptions près, comme la réforme du cumul des mandats. Le Congrès des maires de France se termine aujourd'hui, l'occasion de rappeler que le statut de l'élu a évolué, surtout pour les petites communes. Au-delà du non-cumul des mandats rejeté ici mais adopté à l'Assemblée nationale, les élus disposent maintenant d'une nouvelle sécurité sociale, d'un droit à la formation et d'un retour à l'emploi, par exemple, facilité. Un maire salarié dispose maintenant d'une suspension de contrat de travail dans les communes dès 10 000 habitants et non plus dès 20 000 comme auparavant. Autre réforme plus grand public, les parlementaires ont adopté pour les municipales de mars prochain le principe d'un bulletin, 2 listes. Concrètement, sur le même bulletin, on aura d'un côté les candidats au conseil municipal, de l'autre les candidats au conseil intercommunal. C'est un effort de transparence pour ces élus des intercos, ces réunions de ville qui ont de plus en plus de pouvoir. C'est ici, salle Médicis, que le groupe UMP se réunit chaque semaine. Et ce sont justement des sénateurs UMP qui viennent de défendre une proposition de loi sur l'examen du permis de conduire. Ils souhaitent y intégrer l'enseignement des premiers secours. Mais qui va délivrer
ces cours justement dans les auto-écoles. Quelle forme prendrait cette nouvelle épreuve? Élément de réponse à Paris et dans les territoires de Belfort avec Mathieu Horsman. Cours de conduite ce matin pour Samuel. Voilà, donc on est bien installé. T'as bien fait les réglages, tout, c'est bon. Au programme de cette troisième heure, maîtriser son véhicule sur la chaussée. Samuel devra conduire au moins 20 heures avant de se présenter au permis de conduire et avoir réussi les 40 questions du code. Quelques-unes portent déjà sur la sécurité et le comportement face à un accident. Pourtant, selon un sondage de la Croix-Rouge, la plupart des Français ne savent pas comment réagir si cela devait se produire devant eux. D'où cette proposition de loi déposée par le groupe UMP au Sénat. Faut-il renforcer la formation et l'étendre aux premiers secours sur la route ? Ce serait une formation théorique qui s'inscrirait dans l'apprentissage du code de la route, puisque c'est dans ce contexte-là que se ferait l'épreuve également. L'enseignement porterait essentiellement sur l'alerte. Il faut qu'il y ait un automatisme par rapport au numéro que j'appelle, le comportement que je dois avoir par rapport à cette alerte-là, c'est-à-dire apporter les informations nécessaires au secours pour arriver le plus rapidement possible sur le lieu de l'accident, et ensuite baliser, c'est-à-dire poser un triangle. Delle, dans les territoires de Belfort. Dans l'auto-école de Pierre Talon, 2 élèves débutent leur formation au code de la route. Ça veut dire que l'arrêté municipal réglementant ce signal. Les candidats au permis ne sont pas effrayés par l'entrée d'un apprentissage supplémentaire dans leur cursus. Ils le jugent même indispensable. Quand on conduit, c'est vrai que ça peut arriver d'avoir un malaise de quelqu'un au bord de la route. C'est vrai que le temps que les urgences viennent, ça peut toujours aider les personnes. C'est quand même utile, quoi. Ça vaut le coup quand même d'essayer. Ça permet déjà aux personnes de se préparer, quoi. En tout cas éventuel. Et ensuite, nous allons tourner à gauche où on voit le camion. Les moniteurs du permis de conduire ne sont aujourd'hui pas habilités à enseigner les premiers secours. Ils pourraient acquérir ces notions lors de leur formation continue. Ils ne sont pas contre, mais mettent en garde. Le permis est déjà cher, long et compliqué. Mettez roue droite, c'est bon. J'y verrais bien quelques questions, 2 questions par exemple dans l'épreuve théorique du permis de conduire, 2 questions qui rentrent dans l'épreuve théorique du permis de conduire, ce ne sera pas gênant, ce qui obligera les enseignants à traiter le sujet. Puisque 2 questions dans le programme du permis de conduire peuvent entraîner des échecs à l'épreuve théorique, donc automatiquement ça obligera tous les enseignants à traiter le sujet. Pour l'association Sécurité routière, cette proposition est une avancée importante qui doit pouvoir sauver des vies grâce à de meilleurs réflexes chez les conducteurs, comme par exemple appeler les secours à l'aide du 112. Les conducteurs qui arrivent, qui sont témoins d'un accident, qui arrivent sur un accident, bien sûr vont contribuer à accélérer la chaîne de secours. Dans les accidents de la route, on estime qu'on pourrait avoir un gain de l'ordre de 5-6% sur le nombre de tués, c'est-à-dire avec de meilleurs secours. Donc c'est quand même considérable. La proposition, approuvée en commission des lois le 6 novembre dernier, doit maintenant être discutée au Parlement et pourrait être mise en œuvre en 2015. Et maintenant, ce livre d'Elisabeth Chavelet, Rachida ne meurt jamais, aux éditions du Moment. Sur ce phénomène politique, beaucoup de choses ont été dites ou écrites, assez sévères. Cette journaliste de Paris Match n'est pas plus tendre que les autres auteurs, elle est simplement plus juste, considérant les plus et les moins. Au chapitre des moins, on redécouvre une maire du 7e arrondissement colérique, menaçante, intrigante, avec ses détracteurs habituels, les Hortefeux et Fillon, qui voient en elle une simple Lady Gala. Au chapitre des plus, on revoit une boule d'énergie, pleine d'humour et de séduction, qui a des fans, et pas seulement en banlieue, et qui a aussi ses défenseurs à l'UMP, des amis, les Raffarin, Bussereau ou Jacob. Et puis, il y a cette relation particulière avec son mentor, Nicolas Sarkozy. Il garde le contact, il ne la craint pas, contrairement à d'autres élus UMP, il la garde en réserve. Rachida Dati, qu'on le veuille ou non, est une star, et c'est aussi sa réussite à lui. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve jeudi prochain à 14h55 en direct pour les questions au gouvernement. L'Assemblée, ce sera dès mardi, même heure, avec Daniel Sportiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3.